À Monsieur Laurent Alexandre, donc, qui est fondateur d'Optissimo et également président de la société DNA Vision, que j'ai connu comme une société qui était très avancée dans le domaine de la génomique. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez de nouveaux projets dont vous allez nous parler. Je vous laisse la parole. Alors moi, on m'a demandé de parler non pas tellement de technique, mais davantage de politique. D'où vient cet idéal d'augmentation? Cet idéal d'augmentation, il vient au confluent des GAFA, des NBIC et de l'idéologie transhumaniste. Tout le monde sait ce qu'est GAFA. Pour ma part, il y en a qui ne savent pas. Google, Apple, Facebook, Amazon. Merci. En fait, nous rentrons dans un nouveau paradigme. Nous avons un choc technologique qui est lié aux technologies NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitique. Cognitique, c'est la science des algorithmes, l'intelligence artificielle et les sciences des cerveaux, et les sciences du cerveau. Les NBIC obéissent à des lois exponentielles. Bien sûr, il n'y a pas de déterminisme technologique absolu, mais il y a quand même un certain déterminisme technologique. On l'a vu sur Internet. Même si on avait voulu bloquer Internet, on ne l'aurait pas bloqué Internet. Parce que quand la technologie va tellement vite, c'est en fait un tsunami qui submerge l'opinion publique, les politiques et la société civile. Et une fois que le tsunami est passé, on régule un peu. Mais finalement, la technologie a été assez déterministe. Alors, ce n'est pas très satisfaisant, mais c'est une réalité sociologique et on l'a très bien vu en matière d'Internet. Les NBIC sont développés par toute une série d'acteurs, et notamment par les GAFA, et plus particulièrement par Google, qui est de loin le leader mondial des technologies NBIC. Et si Google est leader mondial dans les technologies NBIC, c'est parce que Google a un projet démiurgique qui est un projet transhumaniste. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est trois choses. C'est la volonté de tuer la mort, c'est la volonté de développer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence biologique, et c'est d'interfacer cette intelligence artificielle au cerveau biologique humain par le biais de prothèses. La confluence des GAFA, de l'idéologie transhumaniste et des NBIC conduit à une nouvelle médecine. Une médecine NBIC, avec plein de problématiques, avec une structuration par GAFA, une industrialisation de la santé, ce que j'appelle la watsonisation de la médecine, c'est-à-dire le fait que les systèmes experts deviennent plus importants que l'acte médical, au fur et à mesure que la puissance des machines augmente. Un monde dans lequel l'augmentation devient banale, et on pourra en discuter lors de la table ronde, il n'y a aucune différence entre la réparation et l'augmentation. Et le jour où la rétine artificielle sera parfaitement au point, dans quelques années, je défie les parlementaires de voter une loi qui disposerait qu'il est interdit de poser des rétines artificielles conférant aux anciens aveugles une vision supérieure aux non-aveugles. J'attends de voir le texte de loi. En tant qu'énarque, j'en rigole d'avance. Cette révolution, elle se déploie sur 8 axes. D'abord, on a la médecine NBIC, elle est régie par les lois exponentielles des NBIC. Et donc, elle a une part d'imprévisibilité, d'indomptabilité. Ce qui confère, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une certaine part de déterminisme technologique. Il y a un nouveau partage de la valeur. Le data mining devient plus important que le stéthoscope. Le data mining, le big data, devient plus important que l'acte opératoire. Ce qui redistribue le pouvoir médical des médecins, qui vont perdre le pouvoir médical, vers les propriétaires des algorithmes et de la technologie, qui sont les infomédiaires californiens. Ces technologies sont des technologies démiurgiques. Qu'il s'agisse de nanotechnologie, qu'il s'agisse de thérapie génique, qu'il s'agisse d'eugénisme 2.0, etc., etc. Et donc, la biopolitique va devenir centrale dans cette affaire,
Et il n'y a pas que la thématique de l'augmentation, il y a un nombre d'enjeux éthiques absolument considérables qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Les enjeux sont vertigineux et donc on a des implications philosophiques très importantes. Et puis, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la médecine devient un instrument géopolitique. Quand vous voyez le programme de séquençage des surdoués mis en place en Chine, dont l'objectif est de déterminer les variants génétiques qui donnent des QI élevés, avec l'objectif avoué dans la presse internationale d'augmenter le quotient intellectuel de la population chinoise au XXIe siècle, on voit bien qu'il y a là un objectif géopolitique d'augmentation collective et de transformation de l'espèce. Il ne vous aura pas échappé qu'au-delà des négations que nous pourrions avoir, si certains pays font de l'eugénisme intellectuel positif, tout le monde suivra. Sauf si nous voulons que nos petits-enfants aient mandarin en première langue et français en option langue régionale. Le projet démiurgique, j'en avais beaucoup parlé dans le bouquin La mort de la mort. Ce projet démiurgique des GAFA et des transhumanistes, son épicentre, c'est quand même l'euthanasie de la mort. Et l'augmentation n'est qu'un des sous-produits de l'euthanasie de la mort. Quand on déploie les technologies pour tuer la mort, forcément qu'on a comme effet latéral des technologies d'augmentation. Neuro-enhancement, body enhancement, etc., etc. La lutte contre la mort est effectivement une préoccupation importante de tous les gens qui n'ont plus faim. Et c'est vrai que quand on voit nos vedettes nationales, pour ne pas vous faire peur, j'ai pris des photos d'il y a 4-5 ans, parce qu'aujourd'hui c'est intolérable. Et quand on voit les deux photos d'en bas, personne ne va deviner qui c'est en bas, vous êtes trop jeune pour me souvenir. C'est l'idole de 1970. Helmut Berger. Sissi Interlace, entre autres. Google est à l'avant-garde de cet objectif de lutte contre la mort, et comme vous le savez, Google a créé une filiale à 100% parmi les dizaines d'entreprises dans le domaine de la santé que Google a développé, qui s'appelle Calico, et dans lequel 3 milliards de dollars ont déjà été provisionnés, notamment au travers d'un accord avec Abbott. L'objectif de Calico est d'augmenter l'espérance de vie de 20 ans d'ici 2035. Ce qui nécessite le déploiement de plein de technologies d'announcement. Et on voit bien, je le répète, qu'entre la réparation et l'augmentation, il n'y a pas de différence quand on est dans une stratégie d'euthanasie de la mort. Quoi qu'on en pense d'un point de vue technique ou d'un point de vue politique. Alors, pourquoi Google, pourquoi les GAFA? Fondamentalement, si Google veut tuer la mort, c'est parce que tous les dirigeants et propriétaires de Google sont des transhumanistes. Sans exception. Il n'y a là rien de secret, tous les écrits et toutes les déclarations des dirigeants de Google vont dans le même sens. Quand Ray Kurzweil dit en 2045 l'intelligence artificielle de Google sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains, on est en plein transhumanisme. Quand il explique que dès 2035 nous aurons des nano-implants intracérébraux pour nous connecter au cloud computing et à l'intelligence artificielle, on est de même dans une idéologie transhumaniste. Quand il explique que Google nous connaîtra mieux que notre partenaire sexuel et grâce aux implants intracérébraux répondra aux questions avant qu'on les ait posées, on y est toujours. Quand Sergey Brin explique il y a 15 jours, nous allons faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui font les choses mieux que les êtres humains, pareil. Kurzweil, à Vancouver, en mars dernier, expliquait d'ailleurs qu'il fallait que l'on se prépare à la pensée hybride, c'est-à-dire à cette forme d'augmentation particulière qui est le mélange de notre cerveau biologique avec des implants connectés à l'intelligence artificielle. Et il expliquait qu'il faut que nous préparions à apprendre à mélanger cette intelligence artificielle connectée par des dispositifs électroniques et puis notre pensée biologique traditionnelle. Et il expliquait que ce ne sera pas évident, que ce sera plus facile pour les jeunes que pour notre génération. Alors,
bien sûr, parfois on prend un peu peur, et quand on voit ce que Sergey Brin, le patron copropriétaire de Google, a déclaré à CNN, notre modèle pour Google, c'est HAL 2000, devant l'air effaré du journaliste qui avait vu 2001, l'Odyssée de l'espace, quand il était enfant, il a précisé sans le bug qui le fait tuer les astronautes. HAL 2000, c'est, comme vous savez, l'ordinateur intelligent dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Google. D'un point de vue sociologique, il n'y a pas que Google qui adhère à ce schéma. Bill Gates, il y a quelques mois, a expliqué qu'il pensait que la moitié des métiers allaient être détruits par les automates intelligents, par l'intelligence artificielle d'ici 2035, et il a cité l'exemple des infirmières en expliquant qu'en 2035, il n'y aurait plus d'infirmières, qu'elles auraient été remplacées par des automates intelligents. Alors, on a parlé tout à l'heure des différentes prothèses que Google déploie, mais je vais passer rapidement. 1. L'idéologie transhumaniste. Elle est fondamentale. Sans idéologie transhumaniste, il n'y a pas de volonté de tuer la mort, il n'y a pas de volonté de créer l'intelligence artificielle, il n'y a pas de volonté de faire de l'enhancement. Un catholique versaillais bien pensant ne veut pas tuer la mort et ne veut pas faire de médecine d'augmentation. C'est idéologique. C'est profondément idéologique. Non, je ne dis pas que le Versaillais ne va pas vouloir vivre éternellement quand la technologie sera là. Mais il ne va pas écrire dans le Figaro. Il voudra pas. C'est la vraie question. Oui, à l'augmentation. Si tu crois en Dieu, il n'y a pas de transhumanisme. Ah non, parce que la vie éternelle, elle est ailleurs. Alors, juste une précision, tous les catholiques, non, mais j'entends bien, tous les catholiques très croyants que j'ai rencontrés et à qui je pose la question, tu préfères être un humain 2.0 qui vit 3 siècles, ou tu préfères être un humain 1.0 qui meurt à 75 ans, la grande majorité préfère vivre 3 siècles et d'être 3 siècles et tuer la mort, ça n'a rien à voir. J'entends bien. C'est une première étape. C'est une première étape. Alors, les technologies NBIC commencent à arriver, mais elles ne vont pas arriver en 5 minutes. Et les technologies d'annoncement, peut-être ne sont pas là pour demain matin, nous sommes bien d'accord. Mais quand même, si l'on prend les nucléases, qui sont les enzymes qui permettent de couper l'ADN et de modifier l'ADN, leur coût a quand même été divisé par 1000 en 5 ans, 10 000 en 7 ans. C'est ce qui permet aujourd'hui, pour très peu de dollars, de faire des manipulations génétiques multiples. Et Nature a fait la couverture sur l'histoire de ces 2 petits singes à qui on a fait des manipulations génétiques multiples avec les nucléases qu'on appelle les CRISPR. Un CRISPR, ça coûte aujourd'hui 12 dollars. Pour 12 dollars, aujourd'hui, on fait une manipulation sur un œuf. On sait le faire en standard chez le singe. On le fera demain en standard chez l'homme. En tout cas, on pourra le faire. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Et comme vous le savez, la puissance informatique a été multipliée par 1 milliard en 31 ans. Pour le monde de la médecine, cette arrivée des NBIC, des GAFA et de l'idéologie transhumaniste a une conséquence très simple, c'est la watsonisation de la médecine. Même sans aller très loin, dans 10 à 15 ans, il n'y a pas beaucoup de diagnostics qui seront mieux faits par un cerveau de médecin que par un système expert. On voit aujourd'hui Watson en cancérologie dépasser les cancérologues et analyser en quelques secondes ce qui nécessiterait 38 ans, dans un exemple récent, à un médecin, jour et nuit et sans vacances, rien que pour lire la littérature. Dans le cas d'une mutation de P53, Watson a réglé en quelques secondes ce qui aurait nécessité 38 années à temps plein, jour et nuit, à un être humain. Pas pour faire l'analyse des datas, simplement pour lire les articles. Cette médecine que crée au carrefour des NBIC et de l'idéologie transhumaniste est plus proche de l'astrophysique que ce que nous connaissons. Il est clair que Dr House ne résistera pas face à Watson, même pas lui, et qu'il est clair, et c'est ma conviction, même si ça ne plaît pas toujours à mes collègues, que le médecin et le pharmacien seront les infirmières de 2030. Et qu'en 2030, je ne vois pas beaucoup d'endroits où l'ordonnance sera faite par un médecin, il la signera, mais ce n'est pas lui qui la fera. Notamment à cause du développement de la génomique. Je ne connais aucun cerveau humain capable d'analyser les 10 000 milliards d'informations d'un séquençage ADN
en moins de quelques siècles. C'est donc le système expert qui va prendre les décisions. Sans être un fanat de l'intelligence artificielle forte et un transhumaniste fou, je ne vois pas comment un cerveau biologique pourrait traiter autant de données dans les décennies qui viennent. C'est pour ça que dans ce monde où le logiciel dévore toutes les activités, on va passer d'une accréditation des structures et des hommes à une validation des algorithmes. Car demain, ce n'est pas ce que c'est le médecin qui compte, c'est que le logiciel ne soit pas buggé. Les neurorévolutionnaires arrivent. Dans la Silicon Valley, le principal pôle d'augmentation que souhaitent promouvoir les gens, c'est l'augmentation neurologique. Sélectionner les embryons, réparer les cerveaux, la génétique du cerveau, développer des nanorobots. On a vu les prédictions de Ray Kurzweil de Google. Développer des neuroprothèses. On voit bien comment, progressivement, des implants cochléaires jusqu'aux implants rétiniens, en passant par la psychochirurgie dans le Parkinson et les troubles obsessionnels chroniques, au bras ionique directement branché sur les nerfs, on est rentré dans une logique de neuro-enhancement et de neuro-réparation. On commence, c'est très embryonnaire, bien sûr, on commence à savoir fabriquer du cerveau en éprouvette. Là encore, ça fait des belles pages de Nature. C'est un morceau de cerveau produit à partir de cellules iPS de peau par la technique de Yamanaka, le prix Nobel de médecine. On prend quelques fibroblastes de peau et on fabrique quelques centimètres cubes de cerveau en éprouvette. Et dans la Silicon Valley et chez les transhumanistes, certains ont même dit: faut-il donner un statut à ce cerveau en éprouvette? Avec plusieurs questions. A-t-on le droit de détruire l'éprouvette? Doit-on assurer la préservation de l'éprouvette? Faut-il dans le futur, quand ce seront des cerveaux plus complets, donner le droit de vote à des cerveaux in vitro? Le summum de l'idéal neuro-révolutionnaire, c'est bien sûr le projet de Kurzweil et de Google d'upload cérébral. Ah donc j'ai un problème. Oui, non, excusez-moi. J'avais peur de perdre. Bien sûr, à moins d'être un transhumaniste fou, on voit bien que la problématique de la mort de l'homme 1.0 et de son remplacement par un homme 2.0 idéal transhumaniste pose des tas de questions. Des tas de questions éthiques. Alors, Time expliquait que le monde qui vient à la croisée de l'idéal transhumaniste et des NBIC va être merveilleux et prévoit l'immortalité pour la moitié du XXIe siècle, mais tout ceci pose quand même quelques problèmes biopolitiques. Et la première voie d'enhancement et d'augmentation dans les années qui viennent, ça ne va pas être les prothèses, ça va être le retour de l'eugénisme. Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on savait faire quasiment en matière d'eugénisme, c'était de faire une amniosynthèse tardive, en haut et à gauche, de regarder en bas et à droite s'il y a 3 chromosomes 21, et de faire une interruption médicale de grossesse. Comme vous le savez, dans nos pays qui ne se veulent pas eugénistes, 97% des trisomiques dépistés sont avortés. Il n'y a qu'un enfant trisomique sur 30 dépistés qui survit au dépistage en Europe et en France. Nous sommes déjà sur un toboggan eugéniste. Mais la problématique de l'augmentation va être beaucoup plus forte avec la nouvelle technologie qui permet de séquencer totalement l'embryon très précocement, avant 10 semaines de grossesse, et de ne regarder pas seulement s'il y a une trisomie 21, mais de lire les 3 milliards de messagers chimiques de l'ADN, y compris les variants génétiques qui favorisent une plus ou moins grande intelligence. Donc tu radoues les enfants, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'ils sont tous malades, potentiellement. Attends, tu me laisses finir? Il n'y aura plus d'enfants. La technologie va permettre des stratégies eugénistes, et je m'en suis ému personnellement.
j'ai quelques copains conseillers du président, je m'en suis ému lorsqu'on a voté la nouvelle législation sur l'avortement en janvier 2014, il y a 8 mois. Personne n'a évoqué ce problème du séquençage des fœtus et des possibilités eugénistes quand on a achevé de libéraliser l'avortement. Jusqu'à présent, il fallait un état de détresse chez la maman pour pouvoir faire un avortement. On a supprimé ces dernières clauses-là pour des raisons féministes politiques. On a juste oublié que la problématique eugéniste allait se poser. Et qu'aujourd'hui, dans la législation française, rien n'interdit à un parent d'avorter parce que l'enfant a les yeux bleus, ou parce qu'il n'a pas les yeux bleus, ou a tel ou tel trait dont il ne veut pas. Le monde que je décris n'est pas celui que je souhaite, c'est simplement celui que le législateur et les technologies sont en train, à leur croisement, de permettre. Ça, c'est pour vous montrer que la Silicon Valley est quand même toujours très en avance et les GAFA là-dessus. Ça, c'est le brevet que 23andMe a, US patente 8 543 339 B2, 24 septembre 2013. Je peux vous le donner en PDF si ça vous intéresse. C'est la filiale génomique de Google, ça, 23andMe, qui permet de faire de la sélection d'embryons pour faire des plus beaux bébés, plus intelligents. Et c'est l'algorithme qui permet de sélectionner les bébés. Bien sûr, vu de Sirius, c'est monstrueux, et il faut l'interdire. Sauf qu'on ne peut pas l'interdire d'un point de vue légal. Que 28%, c'est le pourcentage des Américains qui, dès à présent, souhaitent pouvoir utiliser ces techniques de séquençage pour avoir un bébé plus intelligent. 28% des parents, des Américains, souhaitent pouvoir sélectionner leur enfant sur la base du QI futur probable. Et que Borgström a montré que par la sélection des embryons, on peut assez rapidement augmenter le quotient intellectuel d'une nation de 60 points. C'est-à-dire un monde dans lequel Jacques Attali et Bill Gates seraient tout juste dans la moyenne. Et dans un deuxième temps de plus de 120 points, c'est-à-dire un monde dans lequel Bill Gates et Jacques Attali seraient des handicapés mentaux par rapport à la norme. Et je vous invite, les responsables des programmes eugénistes chinois, je vous invite à lire leurs interviews dans Wired et dans Wall Street Journal, où ils expliquent que notre rapport à la génétique de l'intelligence et notre peur de la génétique de l'intelligence existent certes en Occident, mais pas en Chine. Et qu'ils sont très décomplexés par rapport à ça, parce qu'en réalité, il y a encore plus transhumaniste que la Silicon Valley, c'est le littoral chinois. Nous sommes déjà sur un toboggan biotransgressif. Et je voudrais vous montrer que quand on pense aux technologies d'augmentation aujourd'hui, on les voit avec notre regard de 2014. Mais ce que l'histoire nous apprend, c'est que nos bornes éthiques, nos barrières morales, tombent les unes après les autres au fur et à mesure que la technologie avance. Nous n'avons pas des normes définitives. Nous avons l'impression d'avoir des certitudes éthiques. Mais ce n'est pas vrai. Nous changeons d'éthique comme nous changeons de chemise. Et les comités d'éthique sont des chambres d'enregistrement qui font patienter la société civile le temps que la presse se calme. Ce qui était inacceptable jadis devient la norme. L'accouchement sans douleur, le pape a voulu excommunier les médecins qui le pratiquaient. Et tout le monde l'a accepté. La pilule, l'avortement, les transplantations d'organes, on a crié à Frankenstein et puis tout le monde a trouvé ça très bien. La fécondation in vitro, 83% des gens étaient contre en 83. Tout le monde trouve ça normal aujourd'hui. Les implants cochléaires, il y a eu des manifestations devant le ministère de la Santé. Plus personne n'est contre. Oui, il y a eu des manifestations pendant très longtemps par le ministère de la Santé contre les implants cochléaires. Et les technologies d'augmentation, c'est pareil. Aujourd'hui, la société trouve ça monstrueux, mais les technologies d'augmentation n'existent pas encore. Le jour où elles existeront, ils les trouveront formidables. Si en 1930, on avait parlé des greffes de visage, qui certes donnent des résultats meilleurs qu'à gauche, mais même si ça reste pas terrible, les gens auraient été affolés. Aujourd'hui, qui s'oppose aux greffes de main ou aux greffes de visage? Personne. En 1920, si on avait parlé d'enlever le cœur et de mettre un cœur artificiel karma à un malade, les gens auraient trouvé ça monstrueux. Toute la société française trouve ça super.
Les normes éthiques, elles varient dans le temps, elles varient dans l'espace. Chez moi, à Bruxelles, à 200 km à vol d'oiseau d'ici, l'avortement est libre. L'euthanasie est libre. Et il y a une commission d'État, et il y a une commission, allez, l'euthanasie est très libre, il y a une commission d'État, 1500 euthanasies en 2013, on va dépasser les 1600 en 2014. Et le dernier cas d'euthanasie que je me permets de rappeler, c'est le cas d'un jeune flamand. Sa maman voulait une fille. Quand il a eu 18 ans, il a souhaité, parce qu'il avait été traumatisé par le fait qu'il n'était pas... sa maman, pardon, voulait un garçon. C'était une jeune fille. Il s'est fait opérer. Il s'est fait transformer. Il est passé de jeune fille en jeune homme. Comme vous savez, transformer un homme en femme, c'est pas toujours extraordinaire, mais ça marche pas trop mal. En revanche, de transformer un homme en femme, ça ne marche pas très bien, et le pénis n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire de retourner le vagin et d'en faire un pénis, ça n'est pas terrible, ça ressemble davantage à un rôti de veau qu'à un pénis fonctionnel. Bref, l'opération n'a pas très bien réussi, il a déprimé, il est allé devant la commission d'euthanasie, il a demandé d'être euthanasié, et il a été euthanasié. On a considéré à 200 km d'ici que le fait d'avoir une vilaine bite était un motif légitime d'euthanasie, alors qu'en France, c'est plusieurs années de tôle de favoriser l'euthanasie. Nos normes éthiques, elles varient dans le temps et elles varient dans l'espace. On va mordre un peu sur la pause alors, puisque... 2 minutes. 2 minutes, très bien, merci. Je me permets de rappeler, je ne voudrais pas vexer les progressistes dans cette salle, à quel point nos normes éthiques changent, et cette merveilleuse phrase de Jeannette Vermege-Torres, la grande communiste, la femme de Torres, l'amie des progressistes du monde entier, qui au moment du débat sur la pilule avait eu cette phrase merveilleuse: « Jamais le Parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme des bourgeoises, non à la pilule. » La pilule étant sans doute l'un des premiers dispositifs d'augmentation, de pouvoir choisir quand on est enceinte, c'est bien une technique d'announcement. Alors, la CNIL m'a récemment interrogé sur notre rapport à l'intimité. Parce que la CNIL est un peu tétanisée par le fait que les nouvelles générations se moquent de la CNIL, se moquent de leur intimité et mettent tout sur Internet. Effectivement, quand on voit les centaines de milliers de jeunes gens qui mettent des photos d'eux nus, celle-là est très prude, parce que la plupart sont pendant des rapports sexuels. Je parle de mineurs, de teenagers. J'ai longuement expliqué à mes enfants qu'il ne fallait pas faire ça, parce que quand on a 40 ans, c'est peut-être un effet de mode qui aura passé. Quand on voit tous les gens qui font ça, on voit bien que les nouvelles générations n'ont pas les mêmes normes éthiques que nous. Qui peut nous dire, parce que jamais nous n'aurions fait ça, on peut se demander ce que pensera de l'announcement cette génération, parce que finalement, ce que ma génération pense de l'announcement, je ne serai plus là pour réguler tout ça, alors que c'est cette génération-là, la génération Nintendo exhibitionniste, qui choisira de l'utilisation des technologies d'announcement. Vous remarquerez quand même au passage que, globalement, les gens qui se mettent à poil sur Internet ont un volume pénien correct, il y a assez peu de types avec des petits sexes qui se mettent, donc il reste quand même des tabous. J'étais dans une... Bon, bref. Je passe parce que... Le débat sur l'announcement conduit en fait à un débat plus vaste. Que faisons-nous des NBIC? Laissons-nous les transhumanistes de GAFA conduire à une humanité 2.0, pour la faire courte. Le pouvoir de ces technologies, non pas sur les 5 années qui viennent, mais d'ici la fin du siècle, vont être extraordinaires. Le siècle est à ce titre-là profondément vertigineux. Mais sans être un technophobe fou, on voit bien que nous pourrions rentrer dans un euro-cauchemar, mélange de Bienvenue à Gattaca, du meilleur des mondes, de Minority Report et de 1984 si nous n'y prenons pas garde. Le débat sur l'announcement, de mon point de vue, doit être d'abord un débat politique, avant d'être un débat technique pour savoir si on peut amputer une jeune fille de la 2e jambe pour qu'elle puisse courir le marathon de Melbourne en 2028. Or, le débat n'est abordé que d'un point de vue technique, utilitariste.
en prenant la grille de lecture de l'éthique de Stuart Mill, c'est-à-dire de l'éthique utilitariste. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle va courir plus vite si on coupe la deuxième jambe? Il va falloir à un moment donné cesser de raisonner sur des cas isolés, sur des passions isolées, sur des histoires isolées, et penser un peu à l'histoire de l'humanité. Veut-on créer, comme les transhumanistes le veulent, une humanité 2.0 qui sera, avec un homme qui sera un organisme prototype, une version bêta permanente, ou pas? Et c'est à ce titre, à mon avis, qu'il faut réfléchir à la politique de demain. Je pense sincèrement que le clivage gauche-droite est mort et que dans les décennies qui viennent, c'est l'opposition, la dialectique entre les transhumanistes et les bioconservateurs qui va structurer l'arène politique. Je vous remercie. Thank you.